Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Notre question du jour, comment réussir son orientation sur Parcoursup alors que les élèves viennent de confirmer leurs vœux le 29 mars. Beaucoup pointent du doigt les failles de l'algorithme. Jérôme Teillard, le chef du projet de Parcoursup, est avec nous en plateau pour répondre à toutes nos questions. Sensibiliser les jeunes à l'égalité homme-femme, c'est l'objectif de l'association Dans le genre égal. On reçoit sa coordinatrice en seconde partie d'émission. Et puis enfin, dans sa chronique, Michael Dorian nous parlera d'Alerte Rouge, le dernier Disney qui bat tous les records et qui évoque le moment très particulier de la puberté chez les enfants. Et on démarre tout de suite justement avec l'actu en bref et Michael. Cher Michael, on commence avec un sondage choc concernant les profs. Oui, il révèle que 73% des enseignants de primaire sont insatisfaits de leur situation professionnelle. Un sondage commandé par le syndicat d'enseignants SNUIPP-FSU et réalisé par Harris Interactive. Un tiers des professeurs interrogés ont même indiqué vouloir changer de métier. Ils sont 83% à ne pas être satisfaits de leur salaire. Ce jeudi, la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a publié 20 propositions pour mieux protéger les victimes. Et en tête de ces propositions, la suspension de l'autorité parentale pour le parent poursuivi. La Ciivise en fait une priorité absolue, une proposition qui, pour le juge Édouard Durand, interrogé sur Europe 1, n'est pas contraire à la présomption d'innocence. L'inceste est une transgression majeure de l'autorité parentale. Il est donc indispensable et urgent que la loi prévoie une décision sur l'autorité parentale dans les cas d'inceste. La proposition de la Ciivise n'est pas contraire à la présomption d'innocence. La raison le commande. La question est, qui veut-on protéger ? Et d'autres propositions, et bien sûr les violences sexuelles faites aux enfants, ont été mises sur la table ce jeudi. Créée par le gouvernement il y a un an, la Ciivise a pour mission de venir en aide aux 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Elle préconise notamment que les médecins aient une obligation claire de signaler leurs soupçons et que toutes les victimes aient accès à des soins spécialisés en psychotrauma. Autre proposition, alors qu'aujourd'hui encore 70% des plaintes d'enfants sont classées sans suite, la Ciivise souhaite que ces décisions soient expliquées verbalement à la victime par le procureur de la République. Et puis Michael, c'est le moment justement redouté par les élèves de seconde. La période des choix de spécialité est arrivée. Tous les élèves de seconde générale et technologique sont concernés. Et pour les aider, le ministère de l'Éducation nationale a publié sur son site et ses réseaux une vidéo de témoignage d'anciens lycéens comme James. Il est étudiant en histoire et sciences politiques. Pour des élèves de seconde qui seraient en train de choisir leurs enseignements de spécialité ou même pour ceux qui sont en première et qui doivent en abandonner une, je leur dirais d'abord d'écouter leur goût et tout simplement ce qu'ils ont envie de faire, ce qui les intéresse le plus, pas forcément de se projeter directement dans telle école, telle université demande cette spécialité-là. Le plus important, c'est quand même de suivre un enseignement de spécialité qui vous plaît et de ne pas prendre des choix par dépit, parce que c'est souvent le cas malheureusement. Et moi, je suis vraiment très content d'avoir pris des spécialités que j'adorais. C'était vraiment des matières qui me passionnaient. Et si entre le français et les maths, des cours de cuisine étaient proposés à l'école ? Virginie, hier, je vous ai parlé du journal de Mickey. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pif Gadget. J'adorais. Forcément, ouais. Aujourd'hui ça s'appelle Pif le Mag. Et dans le numéro de ce vendredi 1er avril, 350 personnes, des chefs, des responsables d'écoles hôtelières, mais aussi le marché de Rungis ont signé un manifeste pour que des cours de cuisine soient dispensés à l'école. Alors étant donné la date, vous vous dites que c'est probablement un poisson d'avril. Eh bien pas du tout. Le ministère de l'Éducation nationale a indiqué à nos confrères du Parisien que ce projet était depuis peu à l'étude. L'objectif, que les enfants sachent ce qu'il y a dans leur assiette. Merci Michael. Alors, comment réussir son orientation après le bac sur Parcoursup ? Quelles sont les astuces et les pièges à éviter ? Quelles réponses face aux critiques de l'algorithme ? On en parle tout de suite avec notre invité. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérôme Teillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet de Parcoursup. Les bacheliers ont eu 2 mois pour formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Les choix sont désormais clos, a priori, sauf si vous me l'infirmez. Quelle est la suite, justement, pour les lycéens ? Qu'est-ce qui les attend ? Alors effectivement, donc mardi soir, les candidats ont formulé leurs vœux. C'était la première étape de Parcoursup. La deuxième arrive bientôt, c'est le 7 avril 23h59, qui est une deuxième étape pour
confirmer ses vœux et finaliser son dossier. Très concrètement, pour chaque candidat, ça signifie bien remplir, par exemple, sa lettre de motivation, c'est répondre selon les types de formation aux demandes qui ont pu être formulées, et puis c'est confirmer les vœux qui vous intéressent, vraiment qui sont leur choix, et au-delà du 7 avril 23h59, eh bien, tous les vœux seront confirmés. Ces vœux-là seront ensuite transmis aux formations d'enseignement supérieur qui feront leur examen pendant une durée de 2 mois à peu près. Et puis la phase d'admission de Parcoursup, qui est le grand moment où les candidats ont tous leurs résultats, eh bien, elle débutera le 2 juin. On peut encore changer d'avis au-delà du 7 avril ou pas ? Bien, alors on peut toujours renoncer soi-même à un vœu qu'on a formulé, qu'on a confirmé. Il y a 10 vœux possibles. Hein. Et alors il y a 10 vœux possibles, ça c'était jusqu'à mardi soir. Ce qui se passe entre mardi soir et puis jusqu'au 7 avril, c'est on a des candidats qui ont peut-être visé plus large et puis qui d'un coup vont restreindre un petit peu leurs vœux. Mais globalement, on se retrouve, pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, c'était 950 000 candidats qui étaient présents sur la plateforme et à peu près un peu plus de 12,5 millions de vœux. Donc voilà les ordres de grandeur. Après, on a plutôt des candidats, c'est assez stable, je crois que c'est plutôt les candidats, une fois qu'ils ont des réponses, à ce moment-là, ils ont à choisir, effectivement, et là, ils font des choix, ils renoncent à certains. Le problème d'avoir des bonnes réponses, c'est d'avoir les bonnes questions déjà à se poser, parce que c'est difficile de faire des choix quand on est étudiant. Ça, c'est inhérent à l'orientation, c'est forcément un choix, puis c'est un choix de changement d'environnement. Hein. On passe du lycée à l'enseignement supérieur. Je pense que ça peut être aussi un motif de fierté, hein. Je pense pour les lycéens. Ils arrivent à un moment donné, voilà, ils vont passer une nouvelle étape. C'est évidemment un peu angoissant parce qu'on ne connaît pas et parce qu'il y a une très grande diversité de formations. Mais je crois qu'à la fois dans les établissements, à travers ce que l'on fait sur la plateforme, à travers l'accompagnement qui est mis en place, on se donne aussi les moyens d'accompagner. Et puis, je crois qu'il faut redire aussi aux lycéens, nous ne leur demandons pas d'hiérarchiser des choix aujourd'hui. Alors, on va en parler justement, parce que c'est tout le problème. C'est important parce qu'il ne faut pas s'auto-censurer. On a le droit d'être ambitieux sur Parcoursup, on a le droit de faire des choix raisonnables. Tout est une question d'équilibre, de diversifier ses vœux, son panel de vœux, et puis de faire surtout les vœux dont on a envie. Je pense que c'est la première règle. Hein. Ce n'est pas, finalement, c'est pas en consultant la plateforme qu'on fait ses choix, c'est en faisant soi-même à peu près un moment de réflexion sur ses choix. Et puis ensuite, la plateforme est là pour vous accompagner. Vous pouvez découvrir des formations, mais vous pouvez aussi voir des formations similaires. Moi, j'insiste toujours parce que on a parfois, et j'ai eu cet âge aussi de ces choix-là, et parfois on a un peu le sentiment qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Rome. La réalité de la vie, c'est qu'il y a souvent beaucoup de formations qui peuvent être parallèles et qui amènent au même type d'environnement de métier. Et ce que nous essayons de faire sur la plateforme, c'est précisément de stimuler cette curiosité, d'ouvrir un petit peu les frontières pour que les candidats puissent finalement se projeter complètement dans leur projet et se rendre compte que beaucoup de formations peuvent répondre exactement à leurs préoccupations et leurs projets. Parcoursup, c'est de l'accompagnement. Vous l'avez dit plusieurs fois, je l'ai lu, j'ai revu toutes vos interviews, plus toutes celles qui ont été faites sur Parcoursup. Le but est de promouvoir, en tout cas de pouvoir comparer les offres de formation. J'ai lu à peu près le chiffre de 19 000 et quelques, non, c'est ça, formations possibles. 20 000 formations cette année. Voilà, de faire des formulations de vœux assez larges, même très larges. Mais cela, on le sait, entraîne beaucoup de stress, à la fois pour les élèves et aussi pour les familles qui sont complètement perdues, à la fois perdues sur la forme. Comment faire, le faire bien, avec les clics, on a vu, le valider, qui était trop près en fait de l'échappement. Et puis tout simplement, le choix, quels sont les retours que vous avez, comment vous palliez à ça ? Alors, je crois qu'il faut aussi se rendre compte, c'est évidemment à partir du moment où il y a un choix, on a le sentiment, mais et nous faisons chaque année des sondages, y compris auprès des utilitaires. Moi, je travaille en permanence. Chaque année, s'il y a peu de temps, pardon de vous couper, mais c'est depuis 2019, c'est ça ? Oui, depuis 2018, ça fait 5 ans. 5 ans maintenant. On en est à la 5e. Et chaque année, on fait de l'écoute usagée. Et chaque année, on améliore en tenant compte des retours. Et j'allais dire, Parcoursup, c'est pas au perché en train de vous faire une construction sans parler au terrain. Ce qui est l'intérêt du projet Parcoursup, c'est que c'est à la fois une vision, c'est-à-dire amener toute une génération vers l'enseignement supérieur et construire finalement une évolution où on se projette du lycée vers l'enseignement supérieur. C'est aujourd'hui destiné de nombreux élèves. Évidemment, d'autres peuvent faire d'autres choix et il n'y a pas de mal à ça. L'enseignement supérieur n'est pas obligatoire, mais c'est aussi le travail du quotidien
Il y a dans l'équipe Parcoursup des gens qui font sur les réseaux sociaux toute la journée pour répondre à des questions. Et puis c'est s'adapter aux différents médias qu'utilisent aussi les jeunes, les médias des familles. On a une réponse qui est multicanale. Dans le dossier de Parcoursup, il y a une messagerie instantanée qui permet en permanence d'être en contact avec les acteurs de la plateforme pour poser ces questions. Et pour tous ceux qui n'ont pas accès justement à ces outils numériques, comment vous faites ? Alors justement, on a aussi du numéro vert qui permet aussi à certains d'être dans la communication. Certains, moi j'étais, voyez, juste avant de vous retrouver, dans une réunion avec les acteurs qui sont celui du numéro vert et qui disaient, bien, il y a des personnes, et je le comprends, ils ont besoin de l'entendre oralement. Une information qui est peut-être répétée 12 fois sur divers médias, ils ont aussi besoin de l'entendre et se rassurer. Et on est là pour faire ça. Et il ne faut jamais oublier que Parcoursup n'est pas tout seul, ne fonctionne pas comme un élément informatique complètement détaché du terrain. Nous sommes en permanence en relation avec les rectorats, nous sommes en relation avec les établissements, et c'est bien dans les établissements aussi qu'il y a ce travail d'accompagnement qui permet de revenir au réel, qui permet, au-delà du regard sur la plateforme, eh bien d'appréhender, de questionner. Il y a un référent dès le collège, ou ce n'est qu'au lycée qu'on a un référent Parcoursup ? C'est au lycée aujourd'hui, mais je pense que il s'agit pas, il y a un équilibre à trouver. Je pense que la construction du projet, c'est quelque chose qui peut se faire dès le collège, parce que c'est découvrir, il y a un stage de 3e pour aussi éveiller et pour découvrir des formations. Des métiers. Et puis je pense qu'on peut se projeter soi-même. Il ne s'agit pas de faire des vœux dès la 5e ou dès la 3e, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de s'habituer de s'intéresser, de s'interroger et à avoir une logique de projet. De créer l'envie, comme dirait Johnny. Exactement. Et puis de rassurer aussi les jeunes. Je pense que souvent, on a l'impression qu'on n'a pas de compétences parce qu'on est qu'au lycée et qu'on n'est qu'un élève. Ben non, c'est pas ça la réalité. On a souvent beaucoup de choses qu'on peut faire en dehors de l'école et qui ont du sens aussi par rapport à son projet. Ça n'est pas qu'une machine rationnelle. Je pense que c'est aussi fondé sur l'émotion, sur les rencontres. Et c'est précisément pour ça que c'est important qu'on ne demande pas d'hiérarchiser maintenant, parce que les élèves ne sont pas en capacité de le faire. C'est aussi important de leur permettre de choisir dans le temps, de changer d'avis, parce qu'on est aussi, c'est comme ça que c'est la vie. Parcoursup, c'est aussi le reflet de ce qu'est toute une génération qui hésite, qui choisit, qui est jeune pour choisir, mais qui à un moment donné doit bien faire son premier pas. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans les lycées, au niveau de la plateforme, à travers tous les acteurs, c'est d'accompagner ces candidats. Moi, je n'ai aucun intérêt à ce que des jeunes ne soient pas accompagnés. Il faut vraiment le dire, notre mission à nous, elle est là. C'est d'accompagner tout le monde, d'essayer d'avoir des ressources qui parlent à tout le monde, de les différencier parce que chacun n'utilise pas. Et ce qu'on fait depuis 3-4 ans, c'est d'essayer au maximum de parler avec la presse quotidienne régionale, parce que certains utilisent ce média comme un moyen d'information, de parler avec les acteurs locaux. Sociaux. Voilà. Il faut vraiment diversifier parce qu'on a un public très diversifié. Nickel. Oui, parce que pour bien comprendre, aujourd'hui, Parcoursup n'est pas un passage obligatoire pour l'orientation des élèves, des futurs bacheliers. On peut encore déposer des dossiers de façon traditionnelle auprès de certains centres de formation. Il reste très peu de formations qui ne sont pas sur Parcoursup. Parcoursup est obligatoire pour un certain nombre de formations qui sont les formations publiques, certaines formations. Mais dès lors que vous avez un diplôme reconnu par l'État, vous avez vocation à être sur Parcoursup. C'est pour ça qu'il y a 20 000 formations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formations hors de Parcoursup, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même très restreint. Vous voyez, je donne des exemples emblématiques. Le réseau des instituts d'études politiques, Sciences Po Paris et d'autres en région n'ont jamais été sur les anciennes plateformes qui étaient APB. Ils sont sur Parcoursup. Pourquoi vous avez voulu les réunir, justement ? Comment ? Pourquoi avez-vous voulu les réunir ? Parce que l'enjeu était de permettre de donner une accessibilité à tous, à la même information, quel que soit le lieu où on habite. Moi, j'ai des jeunes... Enfin, vous voyez, par exemple, j'ai donné cet exemple. Sciences Po Paris, c'est quand même une formation qu'on pouvait considérer comme très connue. Elle est rentrée sur Parcoursup, elle a multiplié par 2 son nombre de candidatures. Je crois que c'est un élément révélateur. On a d'autres, j'en donne un exemple parce que pour moi il est emblématique. Depuis plusieurs années, le ministère de l'Agriculture avait une difficulté à recruter dans les écoles vétérinaires. Il recrutait qu'un type de profil qui n'était pas exactement adapté à la réalité des métiers exercés. Ils ont introduit un concours direct sur Parcoursup, accessible directement sur Parcoursup. Ils ont changé le profil de leurs candidats. Voilà, on donne une visibilité, il y a un effet de transformation quand on rentre sur Parcoursup. Et je crois que c'est aussi donner à voir ces formations. Et vraiment, notre objectif à nous, c'est cette visibilité que l'on donne, cette lisibilité aussi. Toutes les fiches de formation sont identiques sur Parcoursup, précisément pour permettre de comparer. Et je crois que cet élément de calendrier commun, il faut toujours avoir en tête que ce que nous visons, c'est la simplicité pour l'usager.
Alors, c'est pas tout à fait ce qui ressort partout. Ah, oui, mais... un peu, non, mais vous me l'accordez quand même. Il y a des petits coups de stress. Regardons un petit peu dans le rétroviseur. Je ne sais pas à quel moment vous êtes allé. Vous avez fait des études supérieures. L'année dernière, bien sûr. Oui, c'est ça, comme moi. Mais vous n'aviez pas qu'un seul dossier unique. Et finalement, quand on réfléchit... Et il y avait le tirage au sort, surtout. Moi, quand je réfléchis, même y compris, il y a beaucoup de formations que je n'ai découvert que plus tard, parce qu'elles n'existaient pas dans mon lycée, parce qu'elles ne faisaient pas partie de l'environnement de ma famille, ce qui veut dire qu'on ne connaissait pas ces formations, et donc j'ai même pas réfléchi que c'était possible. Vous avez grandi où, Jérôme Teilhard ? Comment ? Vous avez grandi où ? J'ai grandi à Grenoble, voilà, donc je suis allé à l'université de Grenoble. Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Pardon ? Qu'est-ce que vous avez fait comme J'ai fait des études d'histoire, et vous voyez, c'est aussi je pense quelque chose, un message, alors qui est toujours difficile à entendre quand on est jeune. Et aujourd'hui, je travaille à l'Éducation nationale, j'ai commencé au ministère de l'Intérieur, donc j'ai un parcours qui est très sinueux. Mais au contraire. Mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Donc, il faut aussi, des fois, déstresser un petit peu le passage dans l'accès à l'enseignement supérieur. Ça n'est pas le seul moment de votre vie où vous ferez un choix. Ça n'est pas quelque chose qui vous guide pour toute votre vie. L'histoire, vous vouliez devenir prof d'histoire ? Pas du tout. Je crois que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que ça m'intéressait. Et puis, c'est chemin faisant que j'ai trouvé aussi mon parcours et que je l'ai construit. Et je crois que c'est ça aussi qu'on a à travers Parcoursup, y compris dans la réforme du lycée, c'est rendre acteurs, finalement, les jeunes. Alors, évidemment, cette responsabilité-là, elle est un peu stressante, mais néanmoins, c'est quand même toujours plus important de pouvoir choisir ce que l'on construit dans son parcours, plutôt qu'avoir un parcours dont on se sent libre, mais en fait qui est très largement imposé par des déterminants. Effectivement, mais si l'on peut vraiment choisir, je rebondis juste sur deux choses. Effectivement, sur le choix, ça c'est une première chose, mais très important, c'est surtout sur l'histoire. Vous dites que vous avez besoin justement de faire peut-être votre première et deuxième année d'histoire, post-bac, donc après le bac, et puis finalement, vous avez découvert une autre voie. Ce qui veut dire que vous avez eu besoin de ces années-là pour pouvoir réfléchir. Est-ce que vraiment, quand on a 15, 16, 17 ans, on est en capacité, en mesure de pouvoir réellement faire des choix de vie? Moi, je vois aussi les choix que j'ai faits ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui. Je suis journaliste, j'ai fait des études de journalisme, mais de commerce avant, de sciences politiques aussi. C'était très différent. Mais ça n'empêche pas. Je pense qu'il faut pas simplement concevoir que ce choix-là est le choix définitif pour toute votre vie. Vous pouvez avoir des passions. Moi, j'ai beaucoup. Il faut aussi, quand on prend la réalité de la globalité... La passion est rarement un métier, quand même, on peut le dire. Oui, mais il y a beaucoup de candidats, c'est ça qui les guide. Je vois, par exemple, aujourd'hui, cette année, nous avons ouvert quasiment une cinquantaine de formations qui sont hybrides, qui sont des parcours pré-professionnels pour le métier d'enseignant dans le premier degré. Eh bien, on voit qu'il y a une très forte appétence de candidats parce que c'est cette vision-là, ce métier-là, et ils trouvent une formation. Je pense que, voilà, il faut essayer de s'inspirer de cette diversité-là et aussi se dire que ça n'est pas forcément un choix définitif, mais il faut bien débuter, il faut le faire. Et on donne une palette vraiment de choix qui est importante. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas de candidats qui me disent « j'avais pas assez de vœux pour faire mes choix ». Non, d'accord, mais alors à l'inverse, quand il y a trop de choix, le problème, c'est que finalement, on en vient à avoir peut-être un non-choix. C'est-à-dire qu'on formule plusieurs vœux, on a envie... par exemple, de devenir journaliste, donc on propose 3 choix, mais quand il en faut en proposer 8 ou 10, eh bien... Ça n'est jamais obligatoire. Je veux dire, c'est un nombre de choix maximum que nous proposons. Oui. Donc il n'y a jamais d'obligation. Moi, vraiment, et je le redis systématiquement, c'est-à-dire c'est un plafond qui permet de globalement avoir quelque chose de raisonnable, mais en même temps, ça n'est jamais une obligation. Moi, les seuls conseils que je donne, c'est ne jamais faire qu'un seul vœu, parce que ça, c'est à la fois une prise de risque, et puis ça veut dire qu'on n'a peut-être pas assez réfléchi à son projet, et donc j'encourage à ce moment-là à avoir un dialogue avec les enseignants, professeurs principaux, pour essayer d'aller un peu plus loin. Mais puis, au contraire, quand on sait ce qu'on veut finalement, pourquoi être pluraliste dans les choix ? Mais parce que souvent, quand ceux qui font qu'un seul choix sont aussi des candidats qui, précisément parce qu'ils n'ont pas eu aussi un accompagnement qui leur a permis de leur ouvrir la variété des formations. Moi, j'ai découvert, et encore une fois, ça fait 5 ans que je suis cette activité, je fais beaucoup d'interactions. J'ai des souvenirs dans des émissions radio d'avoir un papa m'expliquant que son fils a fait un vœu sur une formation extrêmement sélective. Et je vois bien que ce choix, il n'était pas complètement rationnel. Peut-être qu'il n'y a pas eu cette phase d'accompagnement qui permet de s'ouvrir un petit peu. Vous voyez, je vais essayer de donner un exemple. On peut avoir une passion pour l'informatique. C'est légitime, et puis c'est très bien pour, j'allais dire, y compris le pays, parce que c'est des métiers d'avenir. Eh bien, vous pouvez trouver sur Parcoursup une classe prépa
en informatique, vous pouvez trouver un BTS en informatique, vous pouvez trouver une licence en informatique. C'est 3 choix différents qui sont 3 modalités différentes d'enseignement, mais qui sont bien au cœur de votre passion, qui est celle de faire un métier dans le champ de l'informatique. Donc c'est ça, cette diversité-là, c'est d'éviter... Enfin, vous voyez, il y a une expression populaire qui dit « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ». Sur Parcoursup, c'est un peu pareil. On essaye de s'ouvrir des opportunités qui sont aussi des moments de réflexion personnelle sur son projet. Mais alors justement, effectivement, je comprends ce que vous dites, mais est-ce que 10 possibilités, 10 choix possibles, c'est pas un peu important? Tout à l'heure, vous nous disiez que Sciences Po avait multiplié par 2 le nombre de candidats. Est-ce que c'est pas finalement, on a 10 choix à faire, on va mettre Sciences Po parce qu'on se dit on va le tenter, mais alors qu'on n'est pas du tout apte à faire une telle proposition? Encore une fois, c'est un plafond, un maximum, donc on n'est jamais tenu, et moi j'incite jamais à faire 10 vœux juste parce que pour arriver jusqu'à la barre, ça n'a aucun sens en soi. On ne fait que des vœux sur des formations qui vous intéressent. Là aussi, faire des vœux sur des choses qui ne vous intéressent pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, mais ça doit arriver. Évidemment, ça peut arriver, mais j'aurais 5 vœux, ça serait la même chose. Et je vais redonner aussi un exemple pour que vous l'ayez bien en tête. Mais assez rapide parce que j'ai beaucoup de questions et le temps presse. En 2 secondes. En 2018, il y avait 13 000 formations sur Parcoursup, c'était déjà 10 vœux. Aujourd'hui, j'ai 20 000 formations sur Parcoursup, c'est toujours 10 vœux. Vous voyez, prenons aussi en compte cette réalité-là qui fait que la plateforme s'est extrêmement ouverte à toutes les formations. Il faut savoir, par exemple, toutes les formations de tous les ministères, les formations d'enseignants supérieurs sont sur Parcoursup. Ça n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc là aussi, nous avons gardé ce principe, 10, ça se retient facilement, comme un plafond. Et moi, je ne crois pas que ça soit... Finalement, ce qui est le plus important, c'est que les jeunes fassent le choix qui les intéresse. C'est suffisamment difficile à le faire, et on ne souhaite pas embrigader trop. Enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait des questions de limite. Il faut faire des choix sereins et des choix qui vous correspondent. Jérôme Teilhard, il y avait une inégalité dans le choix des études supérieures en fonction du lieu où on habitait avant. Vous l'avez redit déjà en début d'entretien. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça a été totalement éradiqué, cela, grâce à Parcoursup? C'est-à-dire que Parcoursup, il y a 2 éléments. Un, ça permet, quel que soit l'endroit où on habite, de voir toutes les formations qui sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Mais le dossier est important, on l'a vu. Certains élèves ont dit qu'ils avaient mentionné le fait qu'ils étaient présents donc à 100% du temps, vous savez, au moment du Covid, donc en présentiel les cours, et ce qui pouvait influencer éventuellement les décideurs dans le choix justement des spécialités. Retenons que nous avons dit que c'est pas un critère, que ça n'était pas un critère, parce que c'était un choix gouvernemental. Mais dans les faits. Oui, mais moi, j'empêcherai pas. Vous voyez, on appelle chacun France et responsabilités. Nous, ce qui était important, c'est que toutes les formations d'enseignement supérieur ont dit, comme le ministère, que c'est pas un élément qu'elle prenait en compte. Et d'autant plus que les formations d'enseignement supérieur, dans le premier temps du Covid, n'avaient pas eu le choix. Tout le monde était passé en distanciel. Donc, vous voyez bien que ces enseignants-là, qui avaient dû gérer cette situation, ils n'allaient pas faire une distinction entre les établissements selon qu'on était en 100% ou pas. On est sur donc, le contrôle continu aussi avant. Il y a beaucoup de réformes qui ont été faites et vous le savez mieux que moi. Est-ce que les dossiers les plus faibles, si je puis dire, ont réellement une chance de trouver une place dans les filières dites sélectives? Alors, je crois que ce à quoi c'est pas une question de il faut construire son dossier en fonction aussi de sa capacité à réussir. Je pense qu'il faut aussi le dire et le rappeler toujours. On a construit Parcoursup pour viser l'amélioration du taux de réussite des étudiants dans leurs études. C'est ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas Parcoursup. Mais on les tire vers le haut, on n'essaye pas justement de stabiliser, on n'essaye pas de rester au même niveau. On progresse aujourd'hui très nettement sur les taux de réussite, notamment à l'université. Et ça, c'est un enjeu qui améliore l'orientation. Parcoursup, il y a sa place dans cette amélioration, mais il y a aussi évidemment d'autres éléments. Peut-être ce qui est important, c'est aujourd'hui ce que l'on essaye de faire. Vous voyez, par exemple, on essaye d'accompagner pour les lycéens professionnels qui souhaitent aller vers des BTS, qui sont les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux, eh bien, il y a des places priorisées pour eux. Pour les bacheliers technologiques, dont les meilleures formations pour les faire réussir, ce sont les bachelors universitaires technologie dans les IUT. Nous priorisons des places. Nous priorisons aussi des places pour les boursiers. Vous savez, dans Parcoursup, il y a ce dispositif. Et il est important parce que quand on est peut-être boursier, eh bien, il y a des formations peut-être sur lesquelles on n'ose pas. Et je crois qu'il faut accompagner, moi c'est vraiment un message permanent, c'est on a le droit d'être ambitieux. Et je crois que c'est un élément important. Dernier élément, parce que vous l'avez dit tout à l'heure sur la notion de géographie, et y compris on a évolué sur Parcoursup. Depuis 2019,
tous les lycéens de l'Île-de-France, qu'ils soient dans l'académie de Créteil, de Versailles ou de Paris, sont traités de la même manière pour aller dans l'ensemble des universités, qu'elles soient à Paris. Quand vous dites Île-de-France, c'est pareil dans toute la France, en fait. Vous prenez un exemple, en l'occurrence. Je prends cet exemple parce qu'auparavant, il y avait une distinction entre Paris, Créteil et Versailles. Ce qui veut dire qu'il y avait une priorité pour les élèves qui habitaient Paris pour accéder aux universités de Paris. Et ça suscitait pas mal d'émotions avec un slogan, moi, que j'entendais, et parce que je trouve que c'est juste, c'était de dire le périphérique n'a pas vocation à être une frontière pour l'accès à l'enseignement supérieur. Et c'est vrai. Et depuis 2019, il n'y a plus cette séparation. Quand on est de Versailles, de Créteil, on peut aller dans une université parisienne en étant... Dernier point, parce que, encore une fois, le temps presse et j'en suis navrée, mais c'est Parcoursup, c'est un algorithme, d'accord? On le sait, on le voit. Est-ce qu'il y a de l'humain derrière quand même? Parce que est-ce que c'est quand même à un algorithme de décider de nos choix? Moi, je dis non, parce que ça me dit, j'ai envie encore d'être jeune. Je comprends ce raccourci est fait régulièrement. Ça n'est pas la réalité. Vraiment, ça n'est pas la réalité. Allez interroger. Dans quel cas c'est pas la réalité? En quoi ce n'est pas la réalité? Parce que Parcoursup ne fait aucun classement. Je vais vous dire très précisément comment ça fonctionne. Les candidats ont formulé des vœux. Le 7 avril, ils confirment leurs vœux. Oui. Ça fera une masse de vœux. Les vœux sont récupérés par l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur qui constituent des commissions avec des enseignants. Et ce sont ces enseignants qui vont examiner les dossiers. Donc il n'y a pas d'algorithme en fait. Il y a des algorithmes, mais je peux vous dire très précisément ce qu'ils font. Et ils sont publics, ces algorithmes. Je pense qu'il faut sortir de cette pête de nuage. Mais justement, on est là pour ça. Exactement. Donc il y a des algorithmes sur Parcoursup. Le premier, il fonctionne pour permettre de faire les interactions. Vous recevez une proposition d'admission, ça ne vous intéresse pas, vous y renoncez, le lendemain je la récupère et je vous la propose. Ça, c'est ce que fait un algorithme de traitement. La deuxième chose, c'est précisément, j'ai parlé des places priorisées sur les boursiers. C'est un algorithme qui fait cette opération. Dernier élément, j'ai parlé des priorités géographiques. Oui. Quand je suis en Île-de-France, quand j'appartiens à ces 3 académies, je suis prioritaire par rapport à un lycéen qui habite Marseille pour venir à l'université, par exemple, Paris 1. Ça, c'est un algorithme de Parcoursup qui le fait. Ces 3 algorithmes-là, ils sont publics. Vous pouvez aller les consulter directement, regarder comment ils sont constitués et ils mettent en œuvre les dispositions de la loi. Mais pour ce qui concerne... Pour savoir ce que vous avez fait comme choix, ce que vous avez fait comme choix, ce sont des commissions pédagogiques qui vont examiner. Et pourquoi on l'a fait? Parce que ça n'est pas moi, ça n'est pas un algorithme qui va savoir examiner quelle est la capacité d'un candidat à réussir. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Mais bien sûr. Merci Jérôme Teilhard. Je suis désolée, on est pris par le temps, mais j'espère que vous allez revenir en plateau, peut-être après les élections, pour nous reparler justement de Parcoursup et de la suite. Parce que j'ai encore plein de questions à vous poser. Voilà, avec plaisir. Plein de questions encore à vous poser. Mais bon, voilà, l'émission est telle qu'elle est et forcément, on pourrait rester des heures à parler de l'actualité. Merci Jérôme Teilhard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le chef de projet Parcoursup. Restez avec nous car dans un instant, on vous fera découvrir l'association Dans le genre égal qui permet de sensibiliser les jeunes à l'égalité hommes-femmes. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT avec Mickaël Dorian toujours. On est ravis d'accueillir Mégane Le Provost. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes coordinatrice, intervenante et chargée de mission et promotion de l'égalité femmes-hommes au sein de l'association Dans le genre égal. Vous proposez des ateliers dans les milieux scolaires. En quoi consistent ces ateliers justement ? Alors du coup, on a vraiment trois grands thèmes. Donc on travaille sur tout ce qui est sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, tout ce qui est prévention des violences sexistes et sexuelles, et on travaille aussi sur la responsabilisation des auteurs de violences conjugales. Donc on travaille vraiment tout public avec une grande partie sur le public scolaire. Mais alors comment vous intervenez auprès du public scolaire? C'est-à-dire que vous venez avec des récits, avec des témoignages, avec des images? Ce sont des articles, quelle est la forme? Avec tout ça. Du coup, tous nos ateliers sont basés sur le débat. Donc, on va avoir plusieurs thématiques. Souvent, donc, c'est des ateliers qui durent 2 heures. Ouais. On est en classe entière, donc un ou une intervenante. On va du coup faire un moment de définition avec des jeux de manière ludique. Et après, on va venir faire un débat. Donc, ça peut être avec un photolangage qu'on a créé. Donc là, on est sur des images multiples et variées. Ça peut être sur
des supports vidéo, ça peut être sur des affirmations, ça dépend vraiment des thèmes qu'on va aborder lors de ces ateliers. Vous vous basez sur l'actualité qui malheureusement est désastreuse en termes d'égalité femmes-hommes ou sinon en termes de violence tout simplement? Oui, et de toute façon toujours, et c'est aussi quelque chose que les jeunes reviennent dessus en fait, d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Donc c'est toujours l'actualité, c'est toujours sur quelque chose sur lequel on va rebondir. J'ai l'impression même que ce sont les jeunes qui nous donnent des leçons en fait à nous, parce que j'ai l'impression que c'est notre génération et celle d'avant qui est un peu perdue là-dessus. Ils ont l'air beaucoup plus au fait. Oui, c'est aussi quelque chose qu'on voit quand on est accompagné avec des professeurs ou sur l'actualité, sur les mots à employer, les mots à moins employer. On a vraiment des jeunes qui se tiennent beaucoup au courant. Et du coup, on peut voir la différence avec... C'est quoi les mots à ne pas employer? On va voir si Mickaël Dorian est au courant. Par exemple Par exemple, le fait qu'on va venir parler d'égalité femmes-hommes et pas d'égalité hommes-femmes, parce que, par exemple, on va préférer l'ordre alphabétique, des choses comme ça. Et souvent, c'est des choses que les jeunes prennent très vite. Et du coup, c'est aussi très agréable pour elles et eux de venir reprendre le professeur pour une fois Ça change un petit peu les dynamiques. Mais attendez, on parle d'égalité lorsqu'on en dit femmes-hommes et non pas hommes-femmes? Du coup, nous, pour l'association dans le genre égal, on part du principe qu'on va faire dans l'ordre alphabétique. Parce que le F est... Ah, c'est alphabétique, c'est pas la galanterie en fait. Parce que la galanterie, c'est pas l'égalité. Non, la galanterie, c'est pas l'égalité. Mais du coup, là, c'est vraiment se dire, on prend quelque chose d'assez logique et du coup, on va prendre l'ordre alphabétique, par exemple. Dans quelle classe vous intervenez? Dans toutes les classes. C'est-à-dire à partir du primaire? Alors, c'est-à-dire que là, on est en train de monter un projet pour des élèves en maternelle, où on va venir travailler avec donc, un théâtre de marionnettes, des ateliers qui vont être beaucoup plus courts, évidemment, pour s'adapter à ce public jeune, et là, en demi-classe. Et en fait, ça va être avec des scénettes et qui vont permettre que les enfants puissent rebondir dessus et puissent incarner des personnages et répondre et refaire l'histoire à leur manière. Qu'est-ce que vous constatez quand vous commencez vos séances par rapport aux enfants? Quelles sont les réactions? Quelles sont les demandes? Eh bien, une grande curiosité. C'est vraiment un sujet. Donc, il y a aussi le fait que c'est pas un cours. Donc, souvent, c'est aussi agréable un petit peu de changer la dynamique des classes. Mais c'est « Ah, ok, cool. On sait pas trop, on n'en connaît pas beaucoup dessus. » Et là, il y a 2 heures où on va faire un débat. On va pouvoir dire toutes les choses qu'on veut. On va pouvoir réagir. On va pouvoir poser des questions. On va avoir des réponses. On va nous donner des ressources. Voilà. Quels sont les enjeux d'un enseignement de déconstruction du genre? Parce que c'est les mots que vous employez sur votre site. Oui, donc on a par exemple un atelier qui s'appelle « Déconstruction des stéréotypes sexistes » où vraiment on va partir du principe que tout le monde a des préjugés, tout le monde a des stéréotypes, mais... Comme quoi par exemple? Préjugés, stéréotypes, dites-moi. Celui de base, c'est le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Mm-hmm. Et en fait, on va venir faire une grande liste de tous les préjugés que les jeunes connaissent, en disant, de toute façon, des préjugés, tout le monde en a. Mais qu'est-ce qui se passe quand on agit dessus? Si on dit que le rose, c'est que pour les filles et que le bleu, c'est que pour les garçons, est-ce que vraiment tout le monde a le choix? Est-ce que si on dit que les couleurs, c'est pour tout le monde, est-ce que c'est pas ouvrir plus de possibilités? Donc c'est pour les couleurs, mais c'est aussi pour les métiers, par exemple. Les filières professionnelles. Du coup, c'est vraiment dire, en fait, on a le choix. Dès qu'on enlève un petit peu ces cases qu'on se met, et ça nous offre beaucoup plus de possibilités. Vous intervenez à la demande des professeurs ou de chefs d'établissement? Oui, souvent. Donc après, on a la chance d'avoir aussi des établissements scolaires où on intervient maintenant depuis plusieurs années, donc sur à chaque fois les mêmes niveaux, et c'est vraiment une intervention qui est récurrente. Mais soit c'est du coup des établissements scolaires qui nous connaissent depuis plusieurs années, soit ça peut être l'équipe pédagogique qui a vu que sur cette classe-là ou sur ce niveau-là, ça serait bien de faire un petit peu une mise à jour, une mise à plat et de venir un petit peu détricoter des préjugés ou des comportements qui seraient jugés un petit peu sexistes. Je rappelle le nom de l'association dans le genre égal. Il s'agit aussi de parler de notions de corps, de relativité par rapport au corps et par rapport au respect de soi aussi avec les enfants. Oui, tout à fait. Donc, on a plusieurs ateliers qui viennent traiter de la question. Donc, on a un atelier sur le cybersexisme, les cyberviolences et le cyberharcèlement. Et on a un autre atelier qui porte le doux nom de respect et égalité dans les relations affectives, amoureuses et sexuelles, où là, vraiment, on va venir parler de santé sexuelle, mais aussi de rapport au corps, de rapport à l'autre. On va revenir faire aussi mettre à plat
c'est quoi les différentes orientations sexuelles, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a d'un côté des gens normaux, d'un côté des gens pas normaux, donc on va revenir un petit peu. Est-ce que justement vous arrivez à gérer cette dichotomie qui est à la fois avec les écrans qui sont très présents, on voit ces garçons et ces jeunes filles qui sont très présents sur les écrans, qui prennent des pauses, qui sont toujours dans leur rapport au corps qui est très 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 présent, et puis par ailleurs ce côté dans le genre égal, vous prenez le YEL aussi sur votre site, donc tout d'un coup cette non-genrisation, si ça se dit. Comment vous arrivez à jouer sur les tableaux? Comment vous expliquez ça? Du coup, c'est vraiment... par exemple, pour le YEL, c'est des questions qu'on a qui peuvent sortir. Du coup, pourquoi on a mis ça? Ou pourquoi on a mis un point médian quand on écrivait quelque chose au tableau? Qu'est-ce que vous répondez par rapport à l'écriture inclusive? Parce que le point médian, c'est l'écriture inclusive. C'est ça. Et du coup, ça évite d'écrire 2 fois le même mot au tableau. Mais parce que si je dis bonjour à tous, ça vous choque, par exemple? Alors, ça va pas me choquer. Je vais m'en remettre. Mais vous vous sentez pas inclus? Mais du coup, c'est ça. En fait, en faisant ça, on parle qu'à une partie. Donc là, qu'à une partie de la classe, qu'à une partie des personnes présentes. Le fait que le pluriel l'emporte sur le féminin, en fait, ça ne marche pas. Le but, c'est vraiment de parler au plus grand nombre possible et que vraiment tout le monde se sente bienvenu dans les ateliers et que tout le monde aussi soit représenté. D'accord. Ok. Le 28 mars dernier, la Floride a adopté un texte de loi qui vise à interdire d'enseigner les sujets en lien justement avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à l'école primaire. Vous avez fait une brève là-dessus très intéressante, Mickaël. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu de se dire qu'on va mettre le sujet sous le tapis. Et que de toute façon, les enfants, ils ont beaucoup de curiosité. Et aussi, les enfants, l'éducation, ça se fait à l'école. Mais l'éducation, c'est aussi la famille, les amis, les médias, les séries. Donc, c'est forcément des questions qui vont se poser. Après, la question, c'est est-ce qu'on va faire semblant que ça n'existe pas? Et on va laisser en fait, les jeunes découvrir ça en faisant des recherches sur Internet ou en posant la question au grand frère ou à la grande sœur d'un de leurs camarades? Ou du coup, est-ce que on leur explique en adaptant à leur âge? Alors, je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les générations actuelles n'ont pas tant besoin de ça. Enfin, j'imagine qu'ils en ont besoin, mais disons qu'ils sont un peu plus au courant que nous et un peu plus au fait que nous et que les générations d'avant. Est-ce que vous proposez aussi, justement, des formations pour le genre égal, l'égalité femmes-hommes? Je n'ai pas dit homme-femme. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je sais, mais c'est juste pour vous dire. Et pour l'égalité femmes-hommes, justement, de pouvoir les sensibiliser à cela. C'est ça, parce que c'est hyper important, c'est hyper intéressant de sensibiliser les jeunes générations, mais idéalement, on essaye aussi de former le personnel pédagogique pour que aussi, par exemple, s'il y a des questions des jeunes, une fois que nous, on a fini notre atelier, de dire, en fait, il y a une personne ressource dans cette équipe et si vous avez des questions, vous pouvez aller directement voir tel professeur. Et puis surtout le retour à la maison, parce que quand on en parle à la maison, une fois on en a parlé à l'école, c'est bon, on est clair, effectivement, vous proposez l'atelier et on en parle. Mais le retour à la maison n'est pas toujours aussi simple, finalement. C'est ça. Après aussi, on est sur des bases de débat. Donc on leur dit, c'est tout à fait OK d'être en désaccord. Du moment qu'on respecte les limites de la loi, vraiment, il n'y a pas de souci. Et c'est de commencer des engrenages, de dire, OK, vous pensez ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et maintenant, OK, ça veut dire que ce que moi je pense, c'est pas forcément la norme. Et une fois qu'on sait que d'autres personnes peuvent avoir d'autres opinions, forcément, on va être plus ouvert et on va être plus ouverte. Écoutez, on le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Mégane Le Provost, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coordinatrice et chargée de mission et promotion de l'égalité femmes-hommes au sein de l'association dans le genre égal. Je vous taquine, mais je suis bien d'accord avec vous. Il faut lutter. Tout de suite, Mickaël est en plateau et on le retrouve pour sa chronique de Quoi de neuf sur les réseaux. Alors, je disais Quoi de neuf sur les réseaux. Mickaël, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un film d'animation qui bat tous les records, c'est Alerte Rouge. Oui, c'est le nouveau film des studios Pixar qui est
n'ayons pas peur des mots, est une véritable révolution chez Disney. Depuis sa sortie il y a 3 semaines, Alerte Rouge et son panda roux sont devenus un véritable symbole de l'adolescence et de la puberté féminine. Et puis vous parliez de record, ce long métrage a signé lors de sa sortie le meilleur démarrage de l'histoire de la plateforme Disney+. Oui, plateforme, parce que c'est pas sorti au cinéma. Et pourtant, à la base, Alerte Rouge devait sortir au cinéma. Il devait même signer le grand retour de Pixar sur grand écran. Il faut savoir que depuis 2 ans, aucun film produit par Pixar a eu le droit de sortir en salle. Les employés du studio ont d'ailleurs dernièrement fait part de leur déception, car si la crise sanitaire y est pour quelque chose, elle sert aussi clairement de prétexte à Disney, qui avait dit en octobre 2020 vouloir accélérer sa transition vers le streaming en donnant la priorité à Disney+. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. On regarde tout de suite un extrait justement de la bande-annonce d'Alerte Rouge et on en parle juste après. Je m'appelle Maylin Lee. Je porte ce que je veux, je dis ce que je veux. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Me voilà, j'assure. Mais j'ai pas le temps de m'amuser. Queso blanco me gusta. C'est pas facile tous les jours, pas vrai? Les Fortowns. Ça va être la meilleure année de toute ma vie. Et rien ni personne ne m'arrêtera. Ils se sont clairement inspirés des Maguessel, en fait, qui est rédactrice chef de l'émission. Et encore, vous n'avez pas vu parce qu'après, elle change de couleur de cheveux. C'est ça, Disney est venu la chercher, en fait. Absolument. Énorme. Alors, l'intrigue se déroule dans les années 2000. Vous avez vu, il y avait un boys band. Ça raconte l'histoire de Maylin, une jeune adolescente de 13 ans qui doit composer avec son rôle de petite fille modèle et celle de jeune ado hyper cool. Cette jeune Canadienne d'origine chinoise essaye donc de trouver sa place malgré la pression qu'exerce la fierté de sa mère sur ses actions et son besoin de plus en plus important de s'émanciper. Un jeu donc d'équilibriste qui devient encore plus complexe lorsqu'elle découvre l'existence d'une malédiction familiale. Ouh là là, quel genre de malédiction? Maylin a en effet un problème. Elle va découvrir du jour au lendemain que d'une façon totalement incontrôlable, elle se transforme en panda roux géant à chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions. C'est un peu comme Hulk. Sauf que là, c'est un panda roux, c'est un peu plus mignon. Des émotions qu'elle va donc devoir apprendre à gérer pour retrouver sa forme humaine. Regardez. May, le petit déjeuner est prêt. J'arrive. It's gonna be me. Tout va bien, chérie? Je suis un gros monstre dégoûtant. Ne le regardez pas. Laissez-moi. Ça lui arrive déjà? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Nos ancêtres avaient un lien mystique avec les pandas roux. Non, mais c'est une blague ou quoi? C'est une petite excentricité dans notre famille. Ah oui, donc, alors elle se transforme complètement. Déjà, dès qu'elle a des émotions, ça devient un petit panda rouge énorme. C'est un problème, donc, effectivement, pour cette jeune adolescente. Et comment elle va s'en sortir, du coup? Alors, je vais pas spoiler le film. Je peux juste vous dire que mes enfants l'ont vu le week-end dernier, qu'ils ont adoré. C'est même, à mon sens, le Disney Pixar le plus abouti de ces dernières années. J'ai commencé ma chronique en parlant de révolution. C'est le cas. Déjà parce que c'est le premier long métrage de chez Pixar réalisé par une femme. Il s'agit de Domichi, oscarisé en 2019 pour son court-métrage Bao sur la santé mentale et le deuil. Et puis surtout, pour la première fois, Disney ose aborder des sujets jusque-là occultés dans ses films. Oui, le sujet de la puberté. C'est ça, exactement. Et le panda, c'est l'allégorie trouvée par la réalisatrice pour parler de puberté, et plus précisément de puberté féminine. À travers lui, elle aborde les tabous autour de l'adolescence et ne fait pas de détour pour parler des règles ou des premiers fantasmes. Ça peut paraître dingue, mais c'est le premier film d'animation à parler de protection périodique, par exemple. La réalisatrice a donc voulu partager son expérience et son point de vue féminin. Alors, les garçons s'y retrouvent ou pas? Parce que vous me disiez que vos enfants avaient adoré. Absolument, les garçons sont également concernés évidemment par le passage à l'âge adulte. Ils se retrouvent dans pratiquement toutes les thématiques du film, ainsi que dans les failles du personnage principal. Et puis, outre le sujet principal du film, Alerte Rouge contient aussi plein de détails symboliques. Par exemple, 2 élèves de l'école de Maylin portent respectivement un capteur de glucomètre et une pompe à insuline pour le diabète. Un détail mineur qui n'est même pas évoqué dans l'intrigue, et pourtant c'est une représentation importante pour les jeunes spectateurs et spectatrices qui peuvent s'identifier. Dans une interview donnée au New York Times, la réalisatrice a expliqué son souhait de représenter des ados tels qu'ils peuvent l'être dans la réalité, loin des clichés de douceur imposés dans les autres films d'animation.
Écoutez, ça donne envie en tout cas. Merci Mickaël. Quel regard porte Babette de Rosières sur l'école d'aujourd'hui? Le chef a répondu aux questions de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Regardez. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui? L'école d'aujourd'hui, alors là, il faut savoir que l'école a beaucoup évolué, comme tout d'ailleurs, comme la cuisine aussi. Mais je pense que si j'étais à l'école maintenant, aujourd'hui, j'aurais adoré parce que je pense que les enfants ont tous les moyens pour apprendre. Tu as l'Internet, tu as les téléphones portables, tu as des outils même qui ont changé, tu as des feutres, tu as des stylos, tu as des matériaux que nous, on n'avait pas. Un accès à la connaissance plus facile. Et ça, on peut aller plus facilement, justement, à la connaissance. Plus facilement, plus directement, sans passer par quelqu'un. Tu prends ton ordinateur, tu regardes, tu sais tout. Si quelqu'un est ignorant, à l'époque où nous vivons, c'est qu'il veut bien. Parce que là, il y a tous les outils pour l'intelligence et la compréhension. Et les enfants ont beaucoup de chance maintenant. On peut même être à l'école à la maison. On n'est pas obligé d'aller à l'école vraiment. On peut être à l'école à la maison. Est-ce qu'il y a... On parle beaucoup des filières professionnelles. Oui. Est-ce que ça fait partie des choses à améliorer? Peut-être quelque chose sur la cuisine? Si, parce que je me rappelle quand j'étais à l'école, on faisait des leçons de travaux pratiques. C'était pour les filles, c'était je ne sais pas pour les garçons, mais pour les filles, c'était la couture, c'était la cuisine, c'était tous les petits métiers féminins. Et ça s'est perdu. Dans les écoles, on ne fait plus ça. Et si j'ai un souhait, vraiment un souhait à faire, c'est de dire qu'il faut recommencer des travaux pratiques à l'école. Parce que ça éduque, que ce soit le garçon ou la fille, dans la vie après, ça projette dans la vie et tu deviens très vite indépendante puisque tu sais faire. Pourquoi je dis ça? Parce que je remarque que dans mon métier, il y a beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes garçons qui ne s'intéressent pas à la cuisine, qui préfèrent aller vite fait acheter un produit, etc. Et ça, c'est un tort, parce qu'à l'époque où nous vivons, il faut bien manger. Parce qu'on a vu la malbouffe, ça te donne des maladies, bien manger des choses simples. Juste une petite pomme de terre cuite à l'eau comme ça, un petit filet. C'est ça aussi qu'on devrait enseigner et je pense que ça va être une belle progression de faire ça, de retourner à cette éducation-là. Est-ce que vous avez des apprentis dans vos restaurants? Ah oui, bien sûr, j'adore. J'adore. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs que j'ai pris une petite apprentie qui est étrangère, qui ne connaît pas du tout la cuisine française et encore moins la cuisine créole. Et je l'ai fait cuisiner un espadon à la sauce safranée. Elle était ravie. Elle a fait la connaissance des épices. Je lui ai expliqué comment il faut... Parce que les épices, c'est une culture. Il y a des gens qui ont l'appréhension, qui ont peur d'utiliser les épices. Mais il y a une technique pour faire la cuisine avec les épices. Je lui ai appris cette technique-là, elle est ravie. Elle est ravie, elle a cuisiné toute seule son plat et elle l'a réussi. C'est important pour vous, en fait. Ça c'est jubilatoire pour moi. J'adore. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Babette de Rosières, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est vrai qu'on a l'habitude de donner une cartographie justement de ce monde numérique qui serait divisé, là aussi, je prends des clichés justement pour pouvoir cartographier les choses, entre les États-Unis, réduits à la Silicon Valley, qui est le terrain de l'innovation, la terre même créatrice de la tech, l'Asie, souvent réduite à la Chine, où on est plutôt en mode de surveillance assez précis justement de ces plateformes et de ces utilisateurs, utilisatrices et citoyens. Et puis l'Europe au milieu, qui lance un drapeau blanc, qui l'agite pour réguler et parfois quitte à bloquer l'innovation. Est-ce qu'on est aussi dans un monde aussi caricatural encore aujourd'hui, Nicolas? En tout cas, on est dans un monde de mouvement. Mouvement parce que, on l'évoquait, il faut le rappeler, Google, une entreprise comme Google, c'est création en 1998. C'est-à-dire que à l'échelle de l'ère industrielle, c'est effectivement hier. Enfin, c'est tout à fait récent. Et donc, effectivement, lorsqu'ils ont commencé à créer, ils ne créaient pas de perturbations. Ils n'étaient pas une menace parce que ils étaient au début, si on prend l'exemple de Google, un moteur de recherche. Et donc, effectivement, son usage quotidien, fût-il fréquent et ultra fréquent, ne semblait pas problématique. Simplement, au fur et à mesure, ça a créé des vrais mastodontes financiers qui font qu'on a là des entreprises qui ignorent quasiment la dette, ont des réserves financières extrêmement importantes. Et quand vous évoquiez cette maturité, ce passage de l'enfance à l'adolescence, c'est un peu des enfants qui disaient « on est jeunes, vous comprenez, c'est un secteur en devenir, ne nous pénalisez pas avec de la réglementation, on est une start-up ». J'ai un souvenir, il n'y a pas très longtemps, quand on écrivait à Twitter, ou quand on écrivait
vous receviez un message d'un automate en disant « Soyez indulgents, on est une petite équipe, on ne peut pas vous répondre rapidement ». Il y a toujours ce côté de « Non, mais il ne faut pas vous occuper de nous, on avance ». Simplement, l'analyse des chiffres, le domaine géographique qu'il couvre et l'inventaire des activités qu'il propose font en fait prendre conscience que là, ils sont des remplaçants, des substituts à des pans entiers d'activités. Alors, soit qui existaient depuis longtemps, soit qu'ils ont créé de toutes pièces. Et donc, effectivement, là, on est dans l'âge où on peut dire, attendez, vous ne pouvez pas renoncer à une réglementation, vous êtes deux puissances financières, des puissances géographiques, des puissances institutionnelles. On l'a vu, c'est Twitter qui décide de son propre gré, de dire « je retire le compte du 45e président des États-Unis ». On a le cas avec une chaîne de médias d'origine russe où les autorités politiques disent « on retire de l'antenne », mais en fait, très sincèrement, la décision administrative de l'Arcom ne prend sa réalité qu'à partir du moment où Google, YouTube, Facebook décident, et Twitter, de retirer les chaînes. Et la véritable application du droit se fait quand les acteurs opérationnels du net décident de concrétiser ces retraits de ce cyberespace accessible au plus grand nombre. Est-ce qu'il y a tout un travail à faire, est-ce que ça fait peut-être partie de votre travail justement pour redorer, si je puis dire, entre guillemets, le blason de l'artisanat ? Alors il y a une image d'Épinal. Quand on parle de artisanat, on imagine un atelier, un peu un capharnaüm, avec des outils, de la matière partout. Alors ça existe encore, ça fait partie de la vie d'un atelier. Voilà, quand on travaille la pierre, forcément ça fait de la poussière, on n'est pas dans une jolie boutique showroom. Par contre, il y a des générations aujourd'hui d'artisans plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont très investis dans le numérique, dans l'innovation, aussi dans la recherche sur la matière, parce que par nature, en fait, les artisans d'art sont ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui, sont RSE. Parce que la matière qu'ils travaillent fait vraiment partie de quelque chose qui chérit, parce qu'une matière, ça coûte de l'argent, que les chutes, on va les valoriser, qu'on va pouvoir upcycler, comme on dit aujourd'hui, un certain nombre de choses. Rien ne se perd, on recycle tout. Exactement. Mais ça, c'est par nature et depuis des siècles. D'accord. Et c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, comme les métiers d'art ont un peu disparu du paysage et qu'on a désappris à regarder en fait ces métiers, quand on leur permet de rencontrer les professionnels, il y a toujours des moments extraordinaires qui se passent, de très grande émotion. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de paroles. Rien que de voir un artisan travailler, là j'en ai la chair de poule parce que moi je suis émerveillée de tout ce travail. Le temps s'arrête des fois. Le temps s'arrête et il n'y a pas besoin de grands mots. Nous on nous parle souvent. Et sur la médiation, comment vous faites ? Rien. Non. Il suffit de regarder. Juste venez. Il faut juste les attirer. Pousser les portes et il faut que cette rencontre ait lieu. Et après, est-ce que c'est une vocation dans le marketing qui va naître ? Est-ce que c'est une vocation dans le métier manuel en tant que tel qui va naître ? Peu importe si c'est des gens qui viennent soutenir l'écosystème dans sa globalité. C'est un des grands sujets, me semble-t-il, du livre, c'est le regard de l'autre, et c'est la peur de la différence. C'est-à-dire que là, c'est un message que vous envoyez à l'ensemble des lectrices et des lecteurs, c'est regarder celui ou celle qui ne vous ressemble pas avec de l'empathie, essayer de comprendre. C'est ça, parce que finalement, Mohamed, bien sûr qu'il pouvait nous faire peur aussi. C'est une culture complètement différente. C'était un homme seul, et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient... Moi, l'association à laquelle je m'étais adressée m'avait dit « Est-ce que vous voulez bien accueillir un homme seul ? Personne n'en veut. » C'était compliqué. Qui arrive avec des traumas que vous ne mesurez pas. Et puis on ne le connaît pas. Ouais, c'est ça. Et donc, évidemment, moi, je me disais, waouh, un homme seul, on a plein d'idées préconçues qui sont honnêtement totalement stupides. C'est la majorité des gens, ils arrivent, ils sont paumés, ils ont besoin qu'on leur tende la main et ils sont humbles. Ils savent bien qu'ils sont chez les autres. Et il y en a un certain nombre qui sont en train d'arriver en ce moment en provenance d'Ukraine. Cette peur aussi, si on la renvoie à la thématique du handicap, de tous les handicaps, le handicap mental est celui qui fait le plus peur aussi. Évidemment. Il met mal à l'aise. Il met mal à l'aise. Alors je pense qu'il y a quelque chose en nous, c'est et si ça m'arrivait. Et puis c'est des personnes qui n'ont pas nos codes sociaux. C'est vrai qu'une personne handicapée mentale peut tout d'un coup se rapprocher à ça de vous toucher. Et c'est notre sphère intime. Ils n'ont pas du tout nos codes. On ne les comprend pas. Ils ont des réactions qui nous paraissent folles. Et je peux comprendre qu'il y ait des gestes, des cris aussi. Mon fils crie à des moments où on ne sait pas pourquoi. Ça fait peur, ça dérange, ça met mal à l'aise. Ça rompt un peu les codes qu'on a mis en place, nos habitudes. Et donc, c'est très bouleversant. On va essayer de regarder quelles sont les forces en présence et surtout quelles ont été les époques de ces westerns par lesquels on est passé. Les années 2000, on va se dire que ce sont celles de l'enfance capricieuse des dot-com. Les années 2010, celles d'une adolescence tumultueuse des big tech. Les années 2020, est-ce qu'elles signent enfin une décennie et
une réelle maturité de ces plateformes? Est-ce qu'elles ont enfin pris conscience de leur impact, Olivier Bompsel? Bompsel, j'y arriverai pas. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a enfin réussi à trouver une sorte de maturité au sein de ces plateformes, ou est-ce qu'elles sont encore en train de se comporter finalement comme des ados capricieux? Mais je pense que ça n'a jamais été des ados capricieux, que dès le départ, c'est-à-dire dès les années 90, les Américains ont pris conscience, avec la baisse de leur influence dans le monde, de l'ouverture de ce qu'on a appelé le cyberespace, donc d'une nouvelle frontière dans laquelle il convenait d'installer sa puissance et de pousser ses colons ou ses pionniers. Et donc les firmes du net sont d'abord passées par une étape de colonisation, d'installation, dans un univers dans lequel les règles ont été fixées dès le milieu des années 90 par les Américains, dans lequel les Européens étaient complètement hors champ, et elles ont profité d'effets de taille très spectaculaires que je décrivais dans le livre qui s'appelle Gratuit, que j'ai publié il y a une quinzaine d'années, pour ériger des monopoles, ce qui était l'objectif initial. Et donc ces monopoles, au fur et à mesure que le cyberespace s'est déployé, sont devenus de plus en plus puissants, et les bénéfices qu'ils apportaient au début de leur déploiement se sont assortis au fur et à mesure de leur prévalence de nuisances qui apparaissent aujourd'hui beaucoup plus fortes qu'on pouvait les déceler il y a une dizaine d'années encore. Eh bien, ce qui est assez fantastique, c'est que c'est un métier qui est passionnant. En fait, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Enfin, il me semble, parce que c'est... C'est votre métier passion. C'est mon métier passion. Ouais. C'est répondre au passé, puis s'adresser au futur à travers la pierre, parce que ces cathédrales, elles ont... Enfin, il y a derrière chaque pierre, il y a une personne qui a taillé cette pierre. Et du coup, c'est vraiment sublime de donner cette passion aux jeunes, aux futurs jeunes qui viendront, qui resteront ces cathédrales. Et puis et à l'heure du numérique, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des jeux vidéo, vous sentez que ces jeunes, ils sont accrochés justement par notamment le métier de tailleur de pierre? Je vois que vous avez amené pas mal d'outils en plateau. Oui, ils sont complètement passionnés. Alors on commence par leur expliquer que là on est sur une pierre calcaire. Donc cette Alors montrez-nous peut-être à l'antenne, au niveau de votre visage, qu'on la voit, la pierre calcaire. Voilà. Donc là on est sur une pierre de Saint-Maximin qui a à peu près, on est sur 45 millions d'années, et du coup ça rend ça ne rajeunit pas tout ça. Ouais. C'est assez fascinant ce qu'on appelle des cérites. Ce sont un amas de coquilles d'escargot. Ensuite on propose dans ces ateliers de découvrir ce qu'est les gestes et la taille de pierre avec ces outils comme la massette, la pointerole. D'accord. Voilà. Pour les détails, j'imagine. Pour les détails, on a après le petit ciseau, puisqu'il y a aussi un forgeron sur place qui nous forge les outils. Et du coup, on propose on part toujours d'un dessin avant de tailler une pierre. Donc les jeunes ont chacun une pierre, ils font un dessin, et à l'aide des outils qu'on leur donne, ils retirent la matière pour avoir un bas-relief. Alors, c'est très complexe. Les 50 autres %, ils ont souvent une déficience intellectuelle, de grands besoins. Et oui, ils seront handicapés toute leur vie et ils auront besoin d'aide. Il faut s'occuper de cela aussi. Mais mettez-vous à la place d'un adulte qui est autiste, mais qui a toutes les capacités intellectuelles. Il va venir travailler dans un bureau. Oui, il va avoir besoin de temps en temps de pause. D'un point de vue sensoriel, il y a des moments où il est en train d'exploser. C'est un trop-plein, il ne peut pas. Et il faut comprendre ce besoin de pause et ce besoin de rituel qui le rassure pour réussir à appréhender toutes les tâches qu'il a à faire au quotidien. Donc oui, il faut qu'on s'adapte aussi, qu'on fasse preuve de tolérance et de générosité aussi. Mais qu'on accompagne cette autonomie. 2008, je crois, la création de votre association, ça fait donc quand même un certain temps, voire un temps certain. On vous a beaucoup promis, vous avez eu porte ouverte dans un certain nombre de ministères. Qu'est-ce qui se passe? L'État fait preuve de mauvaise volonté Non, je ne crois pas. C'est lent, qu'est-ce qu'il faudrait là? En fait, il y a beaucoup d'argent en réalité qui est dépensé pour le handicap, vraiment. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas forcément mis au bon endroit. Et c'est très difficile de retirer à quelqu'un pour donner
à quelqu'un d'autre. Et c'est là que le bas blesse, hein, honnêtement. Beaucoup de choses ont été faites, puisqu'on accueille quand même plus d'enfants à l'école, même si c'est pour des temps trop courts. Et le dernier gouvernement, par exemple, a tout misé sur l'inclusion. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier... Quand le dernier, c'est le gouvernement actuel, oui, avec Sophie Cluzel comme je pense que ça part d'une très bonne intention, ouais. mais il ne faut pas oublier tous ceux qui seront dépendants à vie et qui ont besoin d'un environnement totalement adapté à eux. Et on manque aujourd'hui cruellement de place. Moi, je suis appelée tout le temps par des parents désespérés avec des enfants qui grandissent. Et la vie est impossible quand vous avez un autiste sévère chez vous. Il ne faut pas, c'est pas possible, c'est invivable pour tout le monde. C'est la fin de ce grand JT, Mickaël. On se retrouve demain. Demain. Ah bah oui, formidable. School TV pour nous retrouver, bien entendu, schooltv.com, canal 247 sur les Freebox. Un grand merci à toute l'équipe, à Amanda Montero au son, Elisa Bernardo à la réalisation, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac, Edouard Denot, bien sûr, pour ses blagues mirifiques, tout comme Loïc Landreau. On se retrouve demain. Ciao les amis. Vous avez regardé le